Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio-VM. Voici maintenant cette table ronde improvisée dont nous vous parlions au début d'émission. Elle avait lieu le 15 novembre 2018 et voulait faire écho à un autre 15 novembre, celui-là fameux, celui du 15 novembre 1976. L'événement avait lieu à l'atelier Librairie Le Livre Voyageur, situé au 2319 rue Bélanger à Montréal. Et l'animateur était nul autre que notre invité précédent entendu dans l'émission, le politologue et polyvalent Marc Chevrier. Donc cet anniversaire à venir, il y a quelques semaines, nous a inspiré Stéphane Kelly, Christian Sergemin et moi, et pour organiser cette table à laquelle s'est jointe également, heureusement, Jenny Langevin et Anne-Hélène Clich, que je vais bien sûr présenter bientôt. Et le but de cette table, c'est de réfléchir sur cette date. Donc, ce 15 novembre 1976, s'agit-il d'un moment fondateur qui mériterait donc d'être souligné et amplifié, ou est-ce plutôt une date fétiche de la Révolution tranquille? Alors, nos invités ce soir, dans l'ordre de présentation, donc de prise de la parole, Stéphane Kelly, sociologue qui enseigne au collège, au cégep de Saint-Jérôme, et on le connaît notamment par plusieurs de ses essais percutants publiés chez Boréal, notamment La Petite Loterie, Les Fins du Canada, ou un dernier ouvrage réfléchissant sur le trajectoire d'une génération, donc À l'ombre du mur. Et récemment, il a aussi publié chez Fides un excellent manuel de sociologie destiné aux collégiens, mais qui devrait sans doute être lu également même par les professionnels de la sociologie ou même n'importe quel citoyen curieux. Alors, sans plus tarder, je donne donc la parole à Stéphane Kelly. En l'espace d'une génération, le Québec a connu plusieurs changements qui ont modifié sa géographie politique. Après le référendum de 1995, les nationalistes de l'Est de Montréal étaient bien représentés politiquement. Ils possédaient de nombreux députés qui siégeaient au Parlement québécois ou au Parlement fédéral, en plus d'avoir des représentants à l'Hôtel de Ville de Montréal. Depuis la Révolution tranquille, le Montréal francophone, de la rue Saint-Denis jusqu'à Pointe-aux-Trembles, possédait un élan et caressait des espoirs d'émancipation politique. Politiquement, depuis 10 ans, ce territoire échappe de plus en plus au mouvement nationaliste. En effet, le foyer de ce mouvement est en train de migrer dans des localités à l'extérieur de l'île de Montréal, notamment dans le 450, espace privilégié d'installation des jeunes familles francophones. Revenons d'abord au 15 novembre 1976, puisque cet événement est au cœur de la discussion proposée par Marc Chevrier. Ce jour-là, l'élection surprise du PQ confirmait la victoire politique des jeunes travailleurs montréalais francophones, col blanc, col bleu, appartenant soit à la classe moyenne ou à la classe ouvrière. C'était l'aboutissement de 20 ans de lutte sur le territoire montréalais de jeunes travailleurs francophones révoltés par l'entremise du RIN, du FLQ, de groupes syndicaux de défense du français. Rappelez-vous les premiers députés péquistes, les Claude Charon, Robert Burns, Marcel Léger, Camille Lorrain, Guy Joron. Ils représentaient des comtés ouvriers de l'Est de Montréal. Le 15 novembre 1976, sans vraiment avoir balayé le Québec, le PQ s'installait néanmoins un peu partout au Québec, sauf bien sûr dans les comtés anglophones. Mais c'est Montréal qui avait été le foyer de ce mouvement et surtout le grand champ de bataille. Et c'est à Montréal où l'on formait intellectuellement et politiquement les jeunes militants indépendantistes à l'Université de Montréal ou à l'UQAM. Ces jeunes Montréalais avaient grandi à Montréal ou venaient de la banlieue ou d'une région du Québec. Ils quittaient leurs parents à 17, 18 ans, étudiaient, travaillaient et étaient engagés dans un combat pour faire du territoire montréalais un milieu québécois, un milieu francophone. Le PQ, c'était l'expression de ce mouvement, de cette aspiration. Et le 15 novembre, c'était le début d'un temps nouveau, comme le disait la chanson. Les anglophones montréalais étaient désormais sur la défensive. Les francophones gagnaient du terrain et luttaient pouce par pouce pour conquérir Montréal. Ces jeunes francophones étaient intimidants, arrogants, conquérants.
et ne se souciait pas d'être gentil et inclusif. Cette assurance et cette audace produisaient des effets. Même les joueurs anglophones du Canadien, les Gainey, Dryden, Robinson, se mettaient au cours de français. Les jeunes militants et les moins jeunes possédaient leur librairie, leur café, leur restaurant, leur boîte de nuit. Ces lieux étaient des haltes de paix, des quartiers généraux permettant de préparer les nouveaux combats. Ces jeunes révoltés s'y arrêtaient quelques heures avant de retourner dans la rue sur le champ de bataille. Si la ville de Québec était la capitale de la province, Montréal était la capitale du futur pays. Rétrospectivement, ces jeunes patriotes montréalais font penser à la figure du homard dominant, merveilleusement décrit par Jordan Peterson dans son dernier livre. Quand il s'engage dans un combat pour s'assurer du contrôle d'un territoire, le homard dominant se lève, se met debout, droit, le torse bombé. Souvent, le caractère démontré par le homard dominant suffit à faire fuir un rival venu lui disputer un bout de territoire. Depuis 1995, les intellectuels souverainistes nous ont intimés d'abandonner cette posture. Soyons gentils, empathiques, conviviaux. On nous insulte, on nous agresse, tendons l'autre joue. Le résultat, en moins d'une génération, l'île de Montréal est devenue une ville inhospitalière pour les jeunes francophones. Le comportement des jeunes francophones qui ont grandi en périphérie de Montréal ne trompe pas. Certains y viennent pour faire leurs études universitaires en utilisant le transport en commun, en empruntant le deuxième véhicule des parents ou en louant un appartement jusqu'à l'obtention du diplôme. Mais ils sont de plus en plus nombreux à fréquenter l'Université de Sherbrooke, l'UQTR ou d'autres campus régionaux comme à Laval ou à Saint-Jérôme. Pourtant, dans les années 50, 60, 70, les jeunes francophones étaient excités de venir habiter Montréal. La vie dans cette ville les transformait. Ces jeunes boomers ou X s'y sentaient chez eux. Ce n'est plus l'expérience vécue pour la majorité des jeunes francophones qui viennent étudier dans la métropole. Quand le diplôme est décroché, l'installation se fait dans une ville de banlieue ou même dans un village de périphérie. Montréal compte désormais 4 types d'habitants: les bobos, les membres de l'élite économique, les familles immigrantes et les étudiants universitaires. 4 types d'habitants qui ont de la difficulté avec les aspirations nationales exprimées le 15 novembre 1976. Les familles des classes populaires francophones ne peuvent plus vivre sur l'île et même quand elles le peuvent, elles préfèrent s'installer dans une localité offrant plus d'attrait. Ces villes possèdent, il est vrai, un capital social nettement supérieur à la majorité des arrondissements montréalais. La façon dont on est reçu dans un supermarché, un bistrot, un dépanneur, une piscine publique, la façon par laquelle les gens se croisent sur un trottoir, dans le métro, dans un parc, il y a un monde de différence quand on se trouve dans une localité du Québec périphérique. Saint-Jérôme, l'Assomption, Saint-Jean-sur-Richelieu, Boucherville. Sans considérer que ces villes sont un paradis de capital social, il y prévaut un sentiment de confiance nettement supérieur. En périphérie de l'île de Montréal, un nouvel espace politique est donc né, je le nomme le Québec périphérique. Ce dernier connaît une forte croissance démographique grâce à l'ajout continuel de jeunes familles francophones. Ce Québec périphérique est ambivalent vis-à-vis le mode de vie nomade louangé par l'élite métropolitaine. Pour cette dernière, la mondialisation offre de formidables possibilités de mobilité et d'enrichissement. Pour les couches populaires de ce Québec périphérique, la mondialisation offre des perspectives de mobilité assez limitées. Déménager d'Hochelaga-Maisonneuve vers Sainte-Sophie ou quitter Pointe-aux-Trembles à la faveur de Chambly. Ces jeunes familles du Québec périphérique ont le sentiment d'être négligées par l'élite métropolitaine. L'accès des jeunes travailleurs aux emplois les plus qualifiés et les mieux rémunérés de la métropole est difficile. Accès limité aux places de gagnants parce qu'on n'est pas parfaitement bilingue, parce que les transports en commun sont déficients, parce que la grande entreprise montréalaise embauche un membre de la diversité plutôt qu'un Québécois pur laine, parce qu'aucun membre de la famille possède des contacts au sein des filières payantes de la métropole. Soumis à l'insécurité, ces jeunes du Québec périphérique ne voient pas positivement la mondialisation. Cette fragilité des jeunes familles n'est pas toujours visible. En s'appuyant sur des solidarités familiales, certaines jeunes familles accèdent rapidement à la propriété, cherchant à reproduire le pattern familial pour se convaincre d'échapper au déclassement. Mais cette stratégie se fait souvent au prix d'un endettement dangereux.
À l'époque des 30 Glorieuses, l'achat d'une maison unifamiliale est un signe évident d'ascension sociale. Elle concrétisait une promotion sociale. Or, aujourd'hui, précarité, insécurité et pauvreté touchent des ménages propriétaires de leur maison. Face aux turbulences de la mondialisation, cet idéal de petite propriété apparaît comme un rempart rassurant et sécurisant qui apaise le vertige du déclassement social. Les 4 partis provinciaux sous-estiment à quel point aujourd'hui la famille prend le relais de l'État. Les solidarités familiales sont de plus en plus exploitées pour appuyer les millénarios dans le processus d'installation dans la vie. Ces solidarités cimentent les liens entre les générations au sein des familles d'une façon inédite. Jadis, les jeunes baby-boomers rêvaient d'ascension sociale en s'appuyant sur l'État-providence. Aujourd'hui, les millénarios combattent le déclassement social en s'agrippant à la famille-providence. Depuis la Révolution tranquille, le Montréal francophone, comme territoire politique, assumait avec assurance un leadership dans la définition de notre avenir national. Comme un jeu de dominos, ces comtés francophones montréalais indiquaient la voie. Ce mouvement, issu de la métropole, se répercutait dans une réaction en chaîne sur différentes régions du Québec. Cette logique appartient au passé. On pourrait assister dans les prochaines années à un mouvement inverse, où le territoire francophone montréalais sera à la remorque des mouvements souterrains qui traversent le Québec périphérique. L'élection récente de la CAQ donne d'ailleurs crédit à cette hypothèse. Il y a à peine un an, aucun analyste politique ne prévoyait que les comtés de Bourget et de Pointe-aux-Trembles, vieux château-fort péquistes, tomberaient aux mains de ce parti. En guise de conclusion, j'aimerais émettre 2 souhaits. En tant que Montréalais francophone, il serait temps de redevenir des homards dominants, de défendre notre territoire pouce par pouce comme autrefois. En tant qu'analyste, il faudrait se pencher sur cette nouvelle communauté politique qui prend forme à l'extérieur de Montréal. Nous avons mis quelqu'un au monde, il faudrait peut-être l'écouter. Merci. Nous vous avons présenté un premier extrait d'une table ronde improvisée qui avait lieu le 15 novembre 2018 et qui voulait faire écho à un autre 15 novembre, celui du 15 novembre 1976. Y a-t-il matière à célébrer, a demandé l'animateur. Nous avons entendu une première réponse à cette question, celle de Stéphane Kelly, professeur de sociologie au Collège de Saint-Jérôme. Nous diffuserons prochainement d'autres extraits de cette rencontre anniversaire.